صح محمد سامحوني باش نتنقل الفرنسويه ديزولي الجلسه اللي بتكون خليط بين العربي والفرنسيس انا باش نتكلم بالفرنسيس وكوثر كيف ومحمد سليم قال باش يتكلم بالعربي مازال ما قررش عنده الوقت. Alors, je remercie d'abord Nachez, bien sûr, de m'avoir confié la direction de ce projet de recherche sur ce que nous avons convenu d'appeler, provisoirement, toujours, du nouveau visage de l'inégalité en Tunisie. Et bien sûr, de m'avoir invité à présenter la primeur, si j'ose dire, de ce travail aujourd'hui dans ce cadre-là. Je remercie bien sûr aussi la Fondation Rosa Luxembourg pour son soutien à ce projet. Je pense que sans réellement l'appui de la Fondation de Luxembourg, on ne serait pas là aujourd'hui pour présenter la primeur de ce travail. Alors, comme c'est indiqué dans le programme, je vous parlerai d'abord, assez rapidement, peut-être dans une vingtaine de minutes, de la manière dont nous avons conçu ce travail au sein de Nachez, avant de donner la parole à deux jeunes chercheurs qui ont accepté de faire partie de l'équipe, de faire partie de cette aventure collective pour présenter les premiers résultats de leurs travaux, Kawthar Karadir et Mohamed Slim Youssef. Alors nous avons choisi délibérément, je dirais, d'être dans la parité, pas uniquement pour être politiquement correct, parce que je pense qu'au sein de la chaise, on y croit réellement et on pense que quand on parle de jeunes, et surtout dans une corporation qui se féminise de plus en plus, il faudrait tenir l'équilibre entre hommes et femmes. Alors je commencerai par présenter l'enquête, avant de céder la parole, comme j'ai dit, à Mohamed Slim et à Kawthar, mais mon propos s'articulera autour de deux points essentiels. J'essaierai de dire d'abord le pourquoi de cette enquête, pourquoi nous avons décidé de faire cette enquête, et ensuite je m'attarderai sur le comment, c'est-à-dire sur les choix méthodologiques qui ont commandé notre approche. Alors pourquoi une enquête sur les nouveaux visages de l'inégalité ou de l'injustice en Tunisie? La réponse à cette question, comme vous pouvez l'imaginer d'emblée, n'est pas que scientifique, n'est pas que sociologique, elle est à la fois scientifique, sociologique, mais aussi politique. À l'origine de ce projet, un premier constat. Non seulement notre société nous est de moins en moins connue, mais les mutations rapides qui la travaillent, qui l'affectent, échappent largement au champ de vision des décideurs et malheureusement au champ aussi de vision des scientifiques. Les figures de proue, si j'ose dire, du marxisme désuet, enfin, du marxisme classique, qui sont le prolétaire et peut-être le paysan sans terre pour des pays comme le nôtre, ne sont plus au premier plan aujourd'hui et cèdent la place à celle d'autres figures aussi importantes et qui méritent une exploration en soi, qui sont le contrebandier, le harag, le jeune chômeur diplômé et j'en passe. Mais aussi, je dirais, nous assistons à la montée de figures encore plus invisibles, encore plus subalternes, qui sont peut-être la femme rurale, d'accord, l'ouvrière agricole, la femme de ménage, le marchand ambulant, etc. Le projet, c'est réellement d'aller dans cette direction et d'explorer, je dirais, ces nouvelles figures de l'injustice ou de l'inégalité en Tunisie. Alors, je commencerai par un premier point, qui est peut-être la comparaison intergénérationnelle. Notre idée était au départ de montrer qu'est-ce qui a changé. Et pour voir ce qui change dans notre société, il faut qu'on compare deux générations. La génération des aînés, des parents aujourd'hui, des gens qui ont peut-être 60, 70 ans, etc. et la génération des jeunes. Et la comparaison intergénérationnelle, comme a été, enfin, ce type de méthode a été fait dans d'autres pays, sur d'autres pays, par exemple, ça a été fait dans le cadre d'enquête sur l'Égypte par une chercheure très connue qui s'appelle Karine Tourné, montre quelque chose de tout à fait saisissant, quelque part, qui est le fait que les parcours des jeunes aujourd'hui sont complètement en contraste par rapport au parcours de leurs parents. Autant les parcours des parents prenaient la forme d'un destin, ou presque, hein, que ce destin soit un destin, je dirais, misérable, de marginal, ou un destin de quelqu'un qui a réussi sa vie, mais dans les deux cas, il y a des trajectoires qui sont comme ça, des deux tours, en quelque sorte, d'accord. Autant aujourd'hui, nous assistons à ce que Karine Tourné appelle des formes de nomadisme professionnel, et surtout, plusieurs situations réversibles, aléatoires, incertaines, etc. D'accord. Je pense que la comparaison entre exactement ces itinéraires stables des parents et celles des jeunes aujourd'hui sont un élément très très important à prendre en compte et qui sont à l'origine
d'une partie de notre réflexion. Alors, ce que nous ignorons le plus aujourd'hui, ce sont bien évidemment les formes de domination, d'inégalité, d'injustice que la société tunisienne produit à la faveur de ces changements dont je viens de parler, ainsi que les formes de résistance que celles-ci induisent. Parce qu'il n'y a pas que de la résignation dans les parcours des gens, il y a aussi de la résilience, comme on dit aujourd'hui, c'est un mot qui est à la mode. Il y a des formes de résistance, il y a des formes de réactivité, il y a des formes d'agency, comme on dit dans la sociologie politique, qui sont intéressantes à saisir. Et il faut s'entendre sur quelque chose de très important, c'est que les changements qui travaillent la société ne concernent pas seulement ce qu'on pourrait appeler des enjeux de redistribution et d'accès aux ressources, parmi par exemple les ressources qui deviennent très importantes aujourd'hui, la ressource mobilité. Elle fait la différence entre exactement un jeune et un jeune. Elle fait la différence entre une personne et une personne. Ce droit à la mobilité, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il n'est pas, je dirais, équitablement réparti en termes d'accès sur la population. Alors, je reviens à ce que je disais, il faut qu'on s'entende que ces changements ne concernent pas seulement des enjeux de redistribution et d'accès aux ressources, mais aussi des enjeux de reconnaissance dont l'acuité ne cesse de s'accentuer sous l'effet d'une société qui devient de plus en plus individualiste, qu'on le veut ou non, d'accord, et qui connaît une véritable refonte de ses repères normatifs. On verra que, par exemple, dans les portraits choisis, on a mis l'accent sur le portrait d'un transsexuel. Là, on est dans le normatif, hein, et dans la reconnaissance, je dirais, d'une manière d'être au monde, quelque part, d'accord, qui peut faire en sorte que la personne en question soit la cible de formes de discrimination, de rejet, etc. Alors, je pense que ce que je viens de dire mérite d'être décliné en une série d'hypothèses de travail que je vais maintenant vous énoncer assez rapidement. La première hypothèse, c'est que la société tunisienne, plus que jamais, est travaillée par des formes de mobilisation collective fréquentes. Hein. Ces mobilisations, qui ont commencé bien sûr avant la Révolution, continuent aujourd'hui, et nous avons eu aujourd'hui, je dirais, un exposé qui montre à quel point cette énergie, cette effervescence du collectif continue d'alimenter toutes sortes de revendications, de demandes politiques, d'attentes vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions, etc. Deuxième constat qui est très important, et que les économistes surtout n'arrêtent pas de souligner, c'est l'importance que prennent de plus en plus l'informel, le parallèle, ce que Maher appelle le mujtama tahti, en quelque sorte, d'accord. On sait très bien que une bonne partie de ce monde parallèle produit des sociabilités, implique une manière d'être au monde dans laquelle des acteurs bricolent, je dirais, des conditions de vie assez précaires parfois, mais dans lequel aussi il y a des histoires de réussite, parfois inédites, parfois inattendues, et qui montrent qu'il n'y a pas que le monde des inclus, si j'ose dire, il n'y a pas que le monde des personnes intégrées de manière conventionnelle, c'est-à-dire les gens qui travaillent, qui ont réussi l'école, qui ont eu un parcours parfait, infaillible, d'accord, etc. Mais on a d'autres formes d'intégration à la société qui méritent d'être interrogées, d'être questionnées. On sait très bien que nos villes, par exemple, ne sont plus comme elles étaient, je dirais, des forteresses de citadinité, qu'elles sont pénétrées de partout par des formes de ruralité, d'appartenance parfois régionale, tribale, etc., très importantes, et que, exactement, l'extramuros, en quelque sorte, n'est plus, extérieur à la ville, elle est dans la ville. Il suffit de fréquenter les marchés un peu hebdomadaires de Tunis ou des grandes villes pour sentir à quel point, je dirais, nous vivons dans un monde qui n'arrête pas de changer. Alors, tout ça nous montre qu'il y a d'autres formes de méritocratie, si j'ose dire, que celle de l'école, celle de l'effort, celle de la débrouille parfois, que la contrebande incarne de manière parfaite. Troisième hypothèse concerne la fracture territoriale et régionale. Et on sait que cette fracture n'est pas que géographique, même s'il y a le résidu, si j'ose dire, géographique est là, mais on sait très bien que cette fracture, divise le pays en deux parties, une sorte de Tunisie utile, comme disent les géographes, et une Tunisie complètement inutile, et avec ce que cela peut générer de sentiments de frustration, d'injustice, etc. La quatrième hypothèse concerne la question générationnelle, et je l'ai déjà un peu évoqué rapidement, mais je pense que
nous assistons aujourd'hui à la montée de nouvelles figures de la précarité, une précarité polymorphe, d'accord, qu'on ne connaît pas avant, celle du harak, celle du chômeur diplômé qui attend de partir à l'étranger, celle des personnes qui attendent, je dirais, un travail de manière, qui sont dans une sorte d'attente interminable dans les cafés, en attendant d'être un jour dans un emploi stable, etc., d'être intégré socialement, de se marier, de pouvoir construire une vie, etc. On sait très bien que, je dirais, cette question générationnelle est très importante et qu'elle est à l'origine de ce qu'on pourrait appeler des formes de désaffiliation collective importantes. C'est exactement, je dirais, ces écarts entre générations qui montrent ou qui expliquent le fait que certains n'ont pas le sentiment d'appartenir à ce pays quelque part, ils ne sentent pas qu'ils appartiennent à cette société, et ils le disent parfois de manière qui peut nous sembler choquante, du genre « je n'ai de la citoyenneté que la carte d'identité, je me sens plus libyen que tunisien, etc. » Alors, dernier point, peut-être dernière hypothèse, ou avant-dernière, très rapidement, celle du déplacement des classes moyennes. Par exemple, Ahmed Oueja va travailler sur ça, je reviendrai un peu sur la galerie des portraits que nous avons choisi. Le déplacement de la classe moyenne montre qu'en fin de compte, ceux qui sont affectés par les changements, je dirais, de ces changements radicaux de la société ne sont pas uniquement les misérables, si je veux dire, statutaires, enfin habituels que nous connaissons, mais des populations qui étaient à l'origine à l'abri, je dirais, de la nécessité, des gens qui étaient protégés socialement, qui aujourd'hui, sous l'effet de la crise économique, ils ne peuvent plus, je dirais, voilà, être à l'abri d'une forme de déclassement parfois terrible, hein, et qui le vivent certainement doublement parce qu'ils se sentaient protégés, ou au moins ils ont le sentiment d'avoir fait le nécessaire d'être exactement dans un état de protection et d'être à l'abri des contretemps. Alors, il reste bien évidemment une dernière hypothèse qui concerne toutes ces personnes qu'on ne voit pas du tout, d'accord, qui sont les subalternes, si j'ose dire, qui sont les travailleurs immigrés, par exemple, des subsahariens en Tunisie, sans papier, que nous voyons de plus en plus, mais qui ne sont pas visibles, je dirais suffisamment pour les chercheurs, qui ne sont pas surtout visibles pour les acteurs politiques, pour les politiques publiques, etc. Mais aussi, nous savons très bien que parmi ces invisibles de la société, il y a les femmes de ménage, il y a les femmes rurales dont on parlait chaque fois qu'il y a un accident, d'accord, qui ont fait tuer une bonne dizaine, etc. Alors, voilà ce que je voulais dire sur le pourquoi, hein, de ce travail. J'ajouterai peut-être un point avant de passer à la question de la méthode, juste pour rappeler un peu l'esprit politique dans lequel ce travail s'est déroulé, a été pensé. Et surtout, j'insisterai sur le choix de l'équipe de recherche. L'équipe choisie pour mener à terme ce travail de recherche est, comme je dirais, comme vous pouvez le constater, comme vous allez le constater, est composée de deux générations de chercheurs. Des seniors, si j'ose dire, c'est-à-dire des gens qui sont au-devant des institutions, enfin, au devant des scènes institutionnelles en quelque sorte, en termes d'enseignement, de recherche, etc. Mais aussi des jeunes chercheurs talentueux, qui sont pour certains d'entre eux les élèves de cette première génération, d'accord, et qui ont été un peu dans des rapports de transmission, je dirais, de filiation avec cette première génération de chercheurs. Alors, ce choix n'est pas un choix, je dirais, gratuit, c'est un choix qui est pensé politiquement par la chaise. Et l'idée force qui a commandé ce choix est non seulement de mettre en évidence des formes de transmission, qu'on ne voit pas suffisamment, je dirais, dans le milieu de la recherche, mais qui existent et qui lient réellement ces deux générations, mais aussi de donner de la visibilité à des chercheurs qui commencent leur carrière et qui ont besoin, je dirais, de cette visibilité pour aller de l'avant. Alors, j'en viens maintenant au deuxième point, qui est le comment de l'enquête. Comment nous avons pensé cette enquête, quels sont les choix méthodologiques que nous avons opérés dans le cadre de ce travail. Alors, on est bien sûr conscient que, je dirais, que chaque méthode est légitime en soi. Ça, on ne le remet jamais en question, mais on sait tous, en tant que chercheurs, que les méthodes sont légitimes, mais rapportées à des questions de recherche. C'est-à-dire que une méthode n'est pas légitime lorsqu'elle essaie de répondre à une question à laquelle elle est incapable de répondre. Nous avons essayé d'adopter une approche qui nous semblait être la plus adéquate, je dirais,
à notre questionnement. C'est-à-dire une méthode qui peut faire émerger une véritable connaissance de ces nouvelles figures de l'injustice ou de l'inégalité, et qui consiste à mettre en récit leur parcours. Le parcours de personnes, d'accord, différentes, des parcours sociaux différents, représentatifs d'une manière ou d'une autre de ces mutations lourdes dont je viens de parler. Alors, qu'est-ce que cela peut apporter? Je pense qu'il nous permet de révisiter ou de déconstruire des catégories qui sont prêtes à l'emploi. Généralement, comme celle par exemple du centre, de la marche. Hein, qu'est-ce que c'est qu'être marginal aujourd'hui? Nous avons bien essayé de réfléchir avec Mère Rahine et l'équipe autour de cette question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être... voilà, qu'est-ce que ça veut dire que d'être exclu, par exemple, hein? Qu'est-ce que c'est que l'inclusion? Et qu'est-ce que c'est que l'exclusion, etc. Alors, l'enjeu, plutôt qui a commandé notre travail, c'est d'arriver à une sorte de connaissance, je dirais, qui soit au ras du terrain, hein, qui soit au ras du sol, si j'ose dire, et qui permet de mettre de la chair, de la vie et de la souffrance humaine sur des concepts qui sont très souvent complètement désincarnés. Parce que l'exclusion, ce n'est pas, je dirais, c'est un concept, bien sûr, c'est utile scientifiquement, mais il pourrait, je dirais, avoir une autre portée si jamais on le rapporte à un vécu, si on le rapporte à une expérience. Et c'est ça à peu près je dirais, le fil conducteur de notre projet. Alors, plus précisément, l'objet de recherche de cette enquête collective a été de produire une galerie de portraits sociologiques. Nous les avons appelés comme ça. Ces portraits sociologiques permettent de pénétrer la vie et le monde social d'un certain nombre d'acteurs sociaux qui incarnent de plusieurs manières les formes d'inégalité et d'injustice, des formes de vulnérabilité, d'exclusion et de marginalité que produit la société tunisienne aujourd'hui. Mais aussi, ces portraits sociologiques nous permettraient d'accéder, si je veux dire, au vécu d'injustice qui accompagne ces situations, ces positions sociales. Comment les gens qui sont, d'une certaine manière, marginalisés, exclus, etc., comment ils vivent leur vie, tout simplement, et quel ressenti ils ont de leur situation sociale. Alors, la méthode consiste à donner la parole à des individus pour qu'ils puissent parler. Pour qu'ils puissent parler de leur vie quotidienne, pour qu'ils puissent parler de leur expérience au quotidien. Et le but est de rendre, je dirais, visible ce que la société officielle essaie de taire, essaie d'oublier, essaie d'ignorer d'une certaine manière, et que surtout l'État et ses politiques publiques ne prennent jamais en considération dans la fabrique des politiques et des dispositifs d'aide sociale, par exemple, d'aide à l'emploi, etc. Alors, vous allez constater que le fait de s'attarder sur ces populations, bien sûr, essaie de chercher les formes de domination, les formes de résignation, mais aussi essaie de trouver les formes, comme je l'ai dit, par ailleurs de résistance, à l'effort d'émancipation parfois, qui est tout à fait inattendu. Et vous allez voir que les deux personnages qui vont être décrits après par Kauthar et Slim montrent à quel point les individus dont nous parlons ont des compétences réelles, des compétences critiques, si je veux dire. Ils ne prennent pas le monde tel qu'il vient, ils sont capables de produire un discours sur ce monde, ils sont capables d'imaginer des mondes alternatifs, d'imaginer des sociétés différentes, etc. Et je pense que notre propos, ou ce qui se dégagera de cette enquête, c'est à la fois ce qui montre les formes, je dirais, d'écrasement, si je veux dire, le poids de la détermination sociale, sous toutes ses formes, mais aussi les formes d'émancipation que certains acteurs arrivent à mettre en œuvre malgré leur situation tout à fait défavorable. Alors, je dirais peut-être pour terminer 2 mots sur ce que j'ai appelé portrait sociologique. Ce que nous avons appelé, ce que j'ai appelé portrait sociologique, n'est pas évidemment une invention ex nihilo. Je n'invente pas la roue, encore moins je la réinvente, d'accord. Dans la littérature sociologique, il y a plusieurs travaux, des plus illustres, qui ont essayé, je dirais, d'aller dans cette direction. Les 2 principales références en la matière sont sans conteste le livre de Bourdieu, La misère du monde, mais aussi le livre d'Oscar Lewis, qui est un grand classique, Les enfants de Sanchez.
Mais il y a aussi une autre référence qui me paraît très intéressante, rapportée au contexte tunisien, parce qu'elle parle de la Tunisie, et qui est le livre de Yuvigno Chebika. Alors je ne sais pas, pour ceux qui connaissent ce livre est un livre très, très pluriel, un livre très, très comment dire, surprenant, et c'est un livre dans lequel Yuvigno, qui a un talent de romancier extraordinaire, de littérateur, si je veux dire, pas uniquement de sociologue, s'essaie à cette méthode des portraits. Le livre commence par exemple par le portrait d'un personnage clé dans le livre qui est Nawa, hein, une vieille femme. Et ce qui est intéressant, c'est que, je dirais, le portrait de Nawa permet d'explorer petit à petit tout un monde social, hein, des trajectoires quotidiennes, un mode de vie, des relations, etc. Et on découvre, par le biais de Nawa, d'autres figures secondaire. On est presque dans la technique, je dirais, cinématographique. On a un personnage, un protagoniste, mais derrière ce protagoniste, il y a d'autres figures qui viennent en second plan et qui sont aussi importantes pour comprendre le personnage de Nawa, qui sont son mari, qui travaille comme Khames, qui est Khames un peu vivant mal sa situation parce qu'il était avant propriétaire, d'accord, d'une parcelle de Rabat. Il y a son fils qui vit à Tamarz et qui revient, nous dit Yuvigno, sans savoir pourquoi il vient, pourquoi il s'en va. Il y a sa fille qui vient accrocher chez elle parce qu'on découvre que Nawa est une accoucheuse quasi professionnelle, etc. Et on voit comment, en fin de compte, le livre de Yuvigno nous montre de manière extraordinaire comment, je dirais, le recours à des méthodes qui ne sont pas tout à fait les méthodes habituelles du sociologue, c'est-à-dire pratiquement des techniques romanesques, peuvent nous apporter, je dirais, un plus de connaissances extraordinaires que ne peut jamais apporter, je dirais, les standards de l'écriture scientifique habituelle. Alors, au final, la question qui mérite d'être posée, vous l'avez tous deviné, est la suivante. Qu'est-ce qu'un portrait sociologique? Un portrait de plus qu'une simple enquête qualitative habituelle. Parce que la plupart d'entre nous, la plupart de ceux qui ont travaillé dans ce projet sont je dirais, des personnes qui ont déjà fait du travail d'enquête, voilà, selon des entretiens habituels, etc., selon ce qu'on appelle la méthode qualitative habituelle. Alors, quelle est la différence entre exactement l'usage habituel, je dirais, des méthodes qualitatives et cet usage du portrait sociologique? Je pense d'abord que le portrait sociologique permet de focaliser l'écriture sociologique sur des manières singulières d'être au monde, hein, et que cela permet de saisir des expériences de vie particulières qui, étant socialement situées, on est tous socialement situés, ne peuvent pas se dissoudre, je dirais, dans du social et du culturel absolu, comme ça, hein, théorique, abstrait. Décrire des expériences humaines, singulières, et par conséquent des instants, des moments de vie, des situations d'existence d'un homme ou d'une femme, revient, comme l'écrit un auteur qui a fait l'épilogue d'un livre collectif sur les portraits sociologiques, qui s'appelle Albert Piette, permet, je dirais, de faire ce qu'il appelle une anthropographie, au sens premier du terme. Hein, anthropo, homme, et graphie, décrit. Voilà. On décrit des figures, on décrit des personnages, d'accord, ce que, très souvent, même les anthropologues ne font pas habituellement, parce qu'ils passent, je dirais, sur les personnages, ils les décrivent, sauf parfois, il y a beaucoup de techniques cinématographiques aussi chez les anthropologues, mais ce n'est pas, voilà, pas de cette manière-là, pas avec cette intensité et de manière aussi systématique que le portrait sociologique. Deuxième avantage, je crois, du portrait sociologique, c'est qu'il permet de restituer une trajectoire dans sa singularité. Alors qu'habituellement, dans les méthodes qualitatives, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait tout compte fait que saucissonner, si j'ose dire, un entretien pour dégager des extraits, des verbatim qu'on va ensuite utiliser de manière illustrative. D'accord? Et par conséquent, on va déconstruire le parcours d'une personne. On ne va pas garder la cohérence de ce parcours. Avec la technique des portraits, on est capable, d'accord, de garder, si j'ose dire, la cohérence du parcours. On est capable aussi d'opérer un travail de contextualisation très dense que n'arrive jamais à apporter, que rarement le sociologue, mais que le romancier arrive très souvent à atteindre. Hein. Quand vous imaginez, je ne sais pas, imaginez un personnage de Balzac ou de Dostoïevski, vous allez réaliser à quel point il y a des faisceaux de contexte qui arrivent et qui déterminent le personnage. Hein. Même si cela n'est pas dit de manière, je dirais, comme ça, expresse, de manière claire, mais tout
toute la construction romanesque, toute la construction de la trame narrative permet de situer une personne dans un monde, en quelque sorte. Et les sociologues ont rarement, je dirais, cette compétence, surtout lorsqu'ils coupent des bouts de discours, etc., de comprendre, je dirais, cette inscription dans un contexte particulier qui font ce que nous sommes et pas autre chose. Hein, qui font que chacun de nous est exactement ce qu'il est et pas autre chose. Alors, dernière chose qui est très importante, je pense que le portrait sociologique permet de rendre compte de la rencontre qui a lieu entre un chercheur et un semblable, un être humain ou une femme, d'accord, au-delà des contraintes habituelles de l'écriture scientifique. Hein. Bien sûr que nous allons bien discuter, ensuite on n'a pas encore fait de manière suffisante, sur peut-être le degré, je dirais, d'injection de théorie dans les textes que nous allons produire, mais de manière générale, l'appareil théorique, l'appareil de référence ne va pas être central hein, dans ces textes. Ce qui va être central, c'est exactement les parcours des individus. Or, l'écriture habituelle, l'écriture standard en sciences sociales, est une écriture qui est encombrée, si je veux dire, par des manières de faire qui laissent beaucoup de place à l'appareil théorique et qui laissent beaucoup de place à des modalités, je dirais, d'administration de la preuve. Voilà. Ça ne sera pas notre cas. Alors, je termine, si vous permettez, par... Alors, rapidement, si je décris le livre assez rapidement, je dirais deux choses pour terminer. Ce livre est une série de portraits faite par une série de chercheurs. Chaque chercheur fait un seul portrait, pas deux, d'accord? Un portrait qui se rapporte beaucoup plus à son expérience de terrain, au monde qu'il connaît, à des travaux peut-être antérieurs qu'il a pu réaliser. Et nous avons pu dégager une liste de portraits assez intéressante que je vais vous rappeler, enfin, vous indiquer pour terminer. Alors, nous aurons 16 portraits en tout, pas 15. D'accord, Mohamed, mais c'est pas grave parce que on est resté toujours un peu dans une sorte de flottement par rapport à, on ne savait pas si on allait pouvoir tout obtenir. Le portrait d'une jeune femme rurale diplômée, et vous allez voir que ça c'est très très intéressant. Je me permets là d'ouvrir une parenthèse. Il y a un très beau texte d'un chercheur qui a publié un article dans les actes de la recherche qui a été dirigé par Shukri Ahmed sur les révolutions du monde arabe. Ce jeune chercheur s'appelle Pierre Blavier. Et ce Pierre Blavier montre à quel point les jeunes ruraux qui ont vécu la vie et qui ont connu un parcours d'étudiants, par exemple, vivent, je dirais, le retour à leur village d'une manière tout à fait insupportable. Hein. Ce qui fait la différence entre eux et leur père, peut-être un paysan sans terre, on va dire, pour revenir à la figure initiale que j'ai évoquée, c'est que leur père n'a jamais été dans la vie, n'a jamais connu l'infrastructure de la vie, n'a jamais connu, je dirais, les mérites de la vie, les charmes de la vie d'une manière générale. Et alors imaginez qu'une bonne partie de nos jeunes aujourd'hui sont des gens qui ont fait des études, qui ont été à Sfax, à Sousse, à Tunis. Hein, certains sont, et la majorité d'entre elles sont des filles. Hein, vous savez que le taux le nombre d'étudiants dépasse de loin le nombre d'étudiants aujourd'hui dans notre université, et que ces personnes-là se retrouvent, je dirais, replongées dans une sorte de ruralité insupportable, dans une ville qui se réduit à une petite ruelle avec tout au plus un bureau de poste. D'accord? Et comment elles reviennent sous le contrôle des parents, de la famille, etc. Voilà, tout ça pour vous dire que la figure de la jeune fille rurale diplômée n'est pas aussi anodin qu'on peut l'imaginer, même s'il est invisible, même s'il est pour nous quelque chose de, je dirais, de tout à fait évident. Hein. Si on creuse ce profil, on va trouver derrière ce profil énormément de souffrance, de frustration, de sentiments, je dirais, de dépit, d'avoir raté sa vocation, d'avoir raté sa vie, de ne pas être sur la bonne voie, de passer à côté d'essentiel, etc. Alors, il y a une deuxième figure qui est celle d'une transsexuelle, une troisième figure, celle d'une femme de ménage. Je n'ai pas cité les noms des collègues, je vais les citer après. Le portrait d'un jeune inactif en décrochage scolaire, d'accord. Une jeune femme immigrée au Qatar, une jeune femme tunisienne immigrée au Qatar. Elle ouvrit son ski d'une usine, Chocotom, qui va nous en parler. Une jeune femme plus réactive, un chef de famille de la classe moyenne déclassée dont on a parlé tout à l'heure, un vendeur ambulant informel,
une jeune femme rurale diplômée, non, une jeune femme rurale tout court, parce que la diplômée, je l'ai évoqué au départ, un harak rescapé d'un naufrage, c'est comme ça que nous en parlera, un jeune transporteur de foin, un migrant subsaharien, une femme pratiquant le petit commerce informel et un ouvrier journalier dans le bâtiment. L'équipe est composée de Faten Mbarek, de Monia Lachat, de Hayat Moussa, de Mohamed Ali Benzina, de Rawda Al-Gadri, de Mohamed Sim Ben Youssef, de Fatou Tariq, de Ahmed Khwaja, de Soufiane Jaballah, de Samiha Hamdi, de Wael Garnawi, Kautsar Graïdia, Abi Dridi, Adrien Thibault, le seul étranger de l'équipe, de Hicham Asman et de Meher Ahmed. Voilà. Je m'arrête là, je donne la parole. D'abord à Kautsar peut-être, et ensuite à Mohamed.